Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est l'heure de Ils ont dit sur Sika TV. Bonjour à tous et bienvenue. Je salue mes confrères. Adrien Rousseau, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour amis téléspectateurs. Bonjour à vous Jacques Bocor. Monsieur Kassa, bonjour et merci à ceux qui nous suivent. Nous serons en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Gabon, en Tanzanie, au Honduras, au Brésil. Et tout de suite, nous mettons le cap sur la Tanzanie pour le tout premier extrait de ce numéro suivant. J'ai l'intention de former une commission d'experts pour se pencher sérieusement sur la question du Covid-19. Ils examineront les remèdes proposés et conseilleront le gouvernement en conséquence. Ce n'est pas un sujet sur lequel nous pouvons rester silencieux. C'est la présidente de Tanzanie qui a parlé. Adrien. Il n'était que temps, cela justement, que Madame la nouvelle présidente de la Tanzanie se démarque de la posture qui a été celle de son prédécesseur, en cela que, voyant les réalités en face et tenant compte d'un certain nombre de contingences et des situations, elle n'a pas le choix. Elle doit pouvoir quand même se rendre à l'évidence que la pandémie du Covid-19 est bel et bien une réalité, en cela que, faisant des ravages, certains n'arrivent pas encore à se prémunir contre cette pandémie-là, et qu'il va falloir que les Tanzaniens également commence par réfléchir, à trouver des solutions qui leur permettront de faire face à cette pandémie. Parce que, bon, avec son prédécesseur, on en feint de ne pas se rendre à l'évidence qu'il y a une telle maladie. Maintenant que les réalités sont tout autres, la lumière certainement est apparue et Madame la Présidente fait bien prendre ses responsabilités parce que lorsqu'elle parle d'une commission d'experts, ah oui, forcément, elle parle des spécialistes de la santé qui vont devoir leur proposer désormais la conduite à tenir par rapport à cette pandémie-là. Et en fait, de conduite, la première étape ne peut qu'être l'observance d'abord des gestes barrières. Et en attendant, ces experts-là lui proposeront maintenant un certain nombre de solutions. Je ne dis pas forcément que ce sont des solutions idoines, mais c'est progressivement qu'ils tiennent compte des réalités qu'ils ont en face pour proposer les solutions judicieuses ou les solutions qui leur paraîtront judicieuses. Jacques, Madame la Présidente n'a pas perdu le temps, hein, elle n'a pas du tout suivi son prédécesseur. Absolument, elle s'est vraiment démarquée. Et c'est ce que nous attendons d'elle. Elle a commencé à poser les bons pas. C'est une décision sage parce que on peut dire qu'on tend vers la fin de la banalisation de la Covid-19 en Tanzanie. Son prédécesseur, celui qu'elle a l'habitude ou qu'elle avait l'habitude d'appeler son leader courageux, a tellement banalisé le mal que beaucoup de Tanzaniens ont péri dans cette maladie. Et beaucoup elle vient de dire que le mal est dans la cité. Absolument. Et beaucoup disent aussi que son prédécesseur a perdu sa peau dans la Covid-19. La Covid-19 l'a emporté. Je pense qu'il était temps qu'on s'y penche. Et en prenant une telle décision, je pense que si elle va au bout, si elle laissait la main aux experts, si elle tient compte des propositions qui lui seront faites, je pense que les Tanzaniens pourraient mieux se porter désormais, même si, bon, je l'ai souvent dit, je ne suis pas pour une occidentalisation poussée du traitement ou des traitements qu'on nous propose. Je pense que c'est à elle maintenant, avec ses collaborateurs, de se pencher sur ces propositions qui leur seront faites, de voir ce qui est faisable, surtout dans l'immédiat. Elle frappe à la bonne porte là, non, Jacques? Je pense qu'elle frappe à la bonne porte, oui, puisque ce sont les experts. Ce n'est pas une affaire de gouvernement, c'est une affaire de spécialistes. Absolument, c'est une affaire de spécialistes, des gens qui s'y connaissent.
épidémiologistes, tout ça. Donc je pense que c'est un bon quota de personnalités, de scientifiques certainement qui vont réfléchir, parce que, bon, s'en remettre tout le temps à Dieu, c'est passer à côté de la plaque, puisque Dieu même l'a dit, il faut d'abord qu'on porte le fardeau au genou tout au moins avant qu'il ne nous aide. Et pourquoi, disons, le gouvernement tanzanien va banaliser à ce point le mal? Soulou Hassan, je pense qu'elle a pris une sage décision, et moi, elle me séduit là. Peut-on dire qu'elle a le sens de l'État, Adrien? Petitement, elle est en train d'avoir le sens de l'État. En cela qu'elle aurait pu ne pas se démarquer de la posture de son prédécesseur, enfermée dans ce carcan, une sorte de carcan, mais progressivement, elle commence par avoir les réflexes qu'il faut, et à la suivre certainement, qu'elle fera également preuve d'ouverture, parce qu'en fait, d'esprit d'ouverture, ça n'est un. Mais nous l'attendons également sur d'autres chantiers par rapport à l'esprit d'ouverture. Vous comprenez bien, là, c'est un bon départ qu'elle prend, c'est un bon pli, vivement, qu'elle est toujours la lumière. Et elle s'ouvre aux médias, Jacques. Bien sûr. Vous savez... Elle commence si bien, c'est ça? Je pense, parce qu'il faut qu'on remette à l'endroit ce qui était vraiment à l'envers. Ça l'était vraiment, Jacques? Oui, bien sûr. Avec les élans dictatoriaux de son prédécesseur, il faut qu'on ait le courage de le dire. La Tanzanie ne se portait pas aussi bien. Il a fait beaucoup d'exilés sur le plan politique également. C'est là que je rejoins M. Amonsou pour cette ouverture qu'elle doit avoir. Vous savez, elle a dit ceci, Jacques. Nos textes de loi devraient être clairs sur les délits et leurs punitions. Nous ne devrions pas recourir à la force pour fermer des médias. Absolument. Parce que lorsque vous voulez fermer un espace de liberté comme les médias, il faudrait quand même qu'on ait de bonnes raisons, de bonnes justifs. C'est quand vous n'avez pas de raison de fermer. Pourquoi fermer? Donc certainement, avec beaucoup de recul, elle a compris que ce qui a été fait par le passé, qu'elle a cautionné d'ailleurs, elle n'avait peut-être pas le choix, parce que on l'a dit, elle n'était pas attendue à être vice-présidente ou colistière du président défunt. Donc maintenant qu'elle a les coudées franches, elle s'est rendue compte que ce qui a été fait par le passé n'a pas été bien fait, et elle est obligée de corriger. Et déjà, je pense que beaucoup de professionnels des médias se réjouissent en Tanzanie par rapport à cette décision. Vous savez, quand elle prêtait serment, elle a dit exactement ceci: je suis prête à reprendre là où mon prédécesseur s'était arrêté. Et sur ce même plateau, nous avons dit oui, reprendre là où ton prédécesseur s'est arrêté, mais attention, il faut peser le pour et le contre, il faut faire l'état des lieux, il faut voir forcément ce qui a été bien fait, ne pas tout prendre, et ne pas tout prendre et parfait. Et il faut voir ce qui a été bancal et corriger. Je pense qu'elle est sur la bonne voie, et on ne peut que lui souhaiter beaucoup de courage, et qu'elle aille sur d'autres chantiers comme cela, et comme ce bon départ, surtout sur le plan politique. Il faut qu'elle fasse preuve d'ouverture, qu'elle fasse cette réconciliation du peuple tanzanien avec lui-même. Elle a donné tout de suite la réouverture de ces médias-là. Justement, c'est se rendre à l'évidence que parfois, certains hommes et femmes politiques sont avec des dirigeants. Et à des moments donnés, on se pose des questions sur leur posture, leur attitude. Est-ce qu'ils sont d'accord, mais n'aiment pas voir un chapitre? Ils et elle ne peuvent pas réagir. Jacques l'a développé tantôt. Et elle n'avait pas à voir un chapitre. Elle ne faisait que accepter, consentir. Mais la pression à l'intérieur? Oui, justement. Donc, ça veut dire que la voir se démarquer très tôt. Ah, je me suis posé la question de savoir si elle n'était pas une colistière opposante à son prédécesseur, le leader courageux. Oui, le leader courageux, Jacques. Pas opposant, mais plutôt lucide, on va dire. Oui, mais lucide maintenant. Mais en son temps, à l'époque. Le voile a tout voilé. Oui, justement, vous comprenez bien. Mon ironie du sort. Donc, elle n'avait pas les coups de franche. Elle n'avait pas à voir un chapitre. Elle ne pouvait pas dire, ah, monsieur le président, et si on faisait ci, ne faisons pas ci, monsieur le président, c'est pas bon. Mais non. Mais non. Donc, c'est vous dire qu'il y a des cadres, il y a des personnalités, il y a des hommes et femmes politiques
et des intellectuels qui, parfois, bien qu'étant avec nos leaders, mais n'ont pas le courage tout de suite de leur dire un certain nombre de choses. Parce que, sachant d'avance qu'il prêcherait dans le désert. Et vous comprenez bien, il a suffi, à peine un mois. Hein. Ah, alors là, je peux dire que elle a du courage. Je ne parlerai plus du toupet, parce qu'elle a eu ce courage du vent de son prédécesseur que je vais parler du toupet. Là, elle a du courage, là. Et vous saluez cela, c'est ça? Moi, je salue cela et je vais lui dire, si je peux le lui dire vraiment, que ça ne s'arrête pas à des opérations de charme, de premières heures de prise de pouvoir, qu'elle aille loin, qu'elle laisse parler son côté femme, son cœur de femme. Nous l'avons dit, la femme, bon, c'est quand même l'ouverture, c'est, disons, la tendresse. Donc, qu'elle puise dans son côté femme pour améliorer ce qui ne l'a pas été durant... Mais de que sous elle, ça ne doit pas arriver. Fermer les médias, oui, c'est pas normal. Absolument, c'est ce qu'on souhaite. Ça doit être une décision de justice. Voilà. Et la justice, n'est pas la botte du gouvernement, c'est ce qu'elle veut dire tout de suite alors? Tout à fait. Maintenant, qu'elle ne se laisse pas aussi emporter par certains mauvais conseillers, parce qu'il en aura dans son camp. Il faut qu'elle fasse très attention, qu'elle soupèse les propositions qui lui seront soumises, les conseils qui lui seront donnés, qu'elle voit la faisabilité d'abord. Sinon, les gens peut-être vont lui mettre les bâtons dans les roues, l'induire en erreur, la rendre impopulaire aux yeux des Tanzaniens. Et bientôt, on va commencer à la décrier dans l'opinion. Elle a besoin de ces médias aujourd'hui qu'elle réhabilite. Donc moi, je pense qu'elle est sur la bonne voie. Elle ne doit pas lâcher prise. Que gagnent les politiques à fermer les médias, selon vous, Adrien? Mais les médias, vous le savez très bien, euphémisme dans le temps, mais les médias sont gênants. Non, de cesse de le dire. Lorsque les médias vous caressent, lorsque les médias vous jettent des fleurs, lorsque les médias parlent bien de vous, oh là là, vive la presse, vive la liberté de la presse, vive la cohabitation entre la presse et les gouvernants. Oh, quelle presse! Mais une fois aux affaires, dans le feu de l'action, il aurait suffi que la presse mette en relief vos erreurs. C'est fini. Tout de suite. Ah là, ce sont des rires jaunes. On n'est plus content de la presse. Comme si la presse devait être embrigadée. La presse devait être seulement au service des dirigeants. Mais non, on dit bien mass média. Je comprends bien. Le rôle de la presse, sans être des justiciers, les journalistes, en fait, ils doivent être au milieu des gouvernants et des peuples qu'ils gouvernent. En cela que leur revient de faire remonter en surface ce que certaines personnes ne peuvent pas dire dans la cité, dans la République. Essayer de dénoncer certaines tares afin d'amener les gouvernants à les corriger. Essayer de faire voir aux gouvernants certaines erreurs qu'ils commettent ou à ne pas commettre pour faire sombrer le pays, la République ou les peuples. En fait, c'est tout. C'est le rôle de la presse. Voilà pourquoi il est dit que les hommes et femmes des médias doivent également jouer conséquemment et consciencieusement les partitions qui sont les leurs. C'est vrai que parfois, il peut y avoir des dérives. Mais attention, il faut une réglementation. Mais pas une réglementation telle mesure pour les beaux yeux également des dirigeants. Jacques, un ancien président m'a soufflé que lorsqu'il était aux affaires, sa fréquence de chevet était une fréquence, il dit, c'est pas de l'opposition, mais elle était trop verte. Et ça tirait vraiment trop dur. Mais qu'il avait, c'était sa meilleure source d'information. Parce que les fiches, un jour, il a réalisé qu'il était dans le décor. C'était cette fréquence-là qu'il lui donnait. Et le lendemain, il venait au bureau, il demandait à tel ministre, mais vous avez dit ça, mais cette radio-là. Et qu'il a gardé de très bons rapports, il n'a jamais tensé les messieurs, mais c'était chaud. C'est chaud à prendre quand même quand ça vient. Oui, et je pense qu'il faut, quand on a du sang qui circule dans ses veines, même quand c'est chaud, on doit pouvoir résister à cette chaleur, en griffe, cette chaleur dans laquelle transparaît tout de même la vérité. C'est parce qu'il a compris que dans ce que ses confrères disaient en son temps, il y a quand même du bon à y puiser. Et je pense qu'on a besoin des deux extrêmes. Bon, un média ou un médium qui vous caresse dans le sens, qui en sens, et puis l'autre qui critique. Vous avez besoin des deux parce que vos collaborateurs, forcément,
Il y a beaucoup qui ont envie de conserver leur fauteuil, de paraître bon aux yeux du chef, qui sont obligés parfois de faire des rapports tronqués. Ah, si je lui dis ceci, peut-être qu'il va se fâcher, s'offusquer et me démettre. Donc, je suis obligé peut-être de passer du vernis là-dessus. Et on ne fait pas de bons rapports, on ne donne pas de bons conseils forcément au chef. Je pense que les dirigeants aussi doivent se mettre au-dessus de la mêlée, se mettre au milieu et voir... Mais la revue de presse chaque matin, ça doit être les deux tendances et non un journal, une presse qui me caresse souvent dans le sens du poil. Normalement, je dois en avoir peur. Tout de même, écoutez les grognes. Tout est si beau. Les grognes, tout est si beau dans le pays. Il n'y a aucune critique, donc ça doit faire peur. Et je pense que ce dirigeant a bien fait sous sa mandature en n'optant pas pour la fermeture, en écoutant plutôt ses voix de dissonance. Il dort avec. Il puise de ce qui se dit, de ces critiques-là, du bon. Et il voit, il compare les fiches qu'on lui fait à ces critiques qui sont émises sur cette chaîne. Je pense que c'est ce qui devrait être. Et ce dirigeant, cet ancien président, normalement, est un modèle. Voilà. Et en fermant ces médias, on se fout des emplois. Non seulement on se fout des emplois, mais on se fait du tort. Et Jacques l'a développé suite à la révélation que tu as faite. Même si je suis chef d'État, je contrôle un organe de presse, mais le minimum est que sur ce même organe de presse-là, il y a des sons discordants, d'autres sons de cloche, pour me permettre de faire la balance. Oui, sinon, vous l'avez déjà dit, à se fier seulement aux fiches, à se fier seulement à tout ce qu'on vous dit de beau, mais vous allez dans le décor sans le savoir, et c'est au dernier moment. C'est au dernier moment, ça. Ça me rappelle l'histoire d'un pays de l'Afrique de l'Ouest où, après la conférence nationale, ce monsieur-là a été Premier ministre. Après, bon, tant mieux que Malila a été élu président de la République. C'est vrai, le redressement économique, hein, il a dû faire des efforts. Et bon, à quelques semaines de l'élection présidentielle, il apprend que, en fait, de fausses fiches lui ont été faites par rapport aux soldes, à des indemnités, à des avantages, à des treillis qu'on doit même remettre, ou donner aux militaires. Trop tard. Il a limogé son ministre d'État qui s'occupait des militaires, aux agents de sécurité, de défense. Vous voyez bien, c'est pour vous donner parfois l'exemple de ce que il y a des fiches erronées qui vous sont adressées lorsque vous êtes dirigeant, ministre. C'est fait sciemment. C'est fait sciemment. Vous êtes dans le décor et au dernier moment, vous constatez les dégâts. C'est trop tard pour ce chef d'État-là. Malheureusement, il n'a pas pu se faire élire parce que lui se disait que, bon, vous savez souvent, hein, en Afrique, bon, à l'approche des élections, on chouchoute un peu les forces de défense et de sécurité. Bon, parce qu'on se dit que oui, c'est vrai, la loi est là, jamais l'armée au pouvoir, les militaires sont dans les casernes, mais bon, c'est vrai que c'est la démocratie, mais on a un peu peur, on est chez nous aux entournures, il faut alors mettre à l'aise un peu l'armée, et il y a des opérations de charme. Vous comprenez bien, mais malheureusement, pour ce président de la République qui voulait remplir, les fiches étaient de fausses fiches. Alors, on a eu tout ça en Tanzanie parce que c'est une femme qui est à la tête du pays, Jacques. Oh, je pense qu'on peut le dire puisque elle est en train de nous prouver là que sa gouvernance est bien différente de celle de son prédécesseur. Bon, peut-être que avec beaucoup de recul, elle a dû faire le bilan qui a été celui de son prédécesseur. Elle a vu elle a compris qu'il faut séparer les bons grains de l'ivraie. Peut-être qu'elle est dans cette démarche et en tant que femme, elle puise, disons, de son côté, selon son approche féminine des choses, peut-être que tout ça entre en ligne de compte. Maintenant, par rapport aux médias, je pense que normalement, on ne doit pas être ulcéreux. On ne devrait jamais faire ça dans ce pays. On ne doit pas être ulcéreux des critiques. Non, mais ça fait du bien, non? Ça construit. Les critiques construisent. Ce qu'il faut craindre ou ce qu'il faut interdire, ce sont les dérapages, les dérives. Et si vous constatez que telle critique n'est pas juste
et qu'on fait de la diffamation, vous avez aussi le droit d'aller répondre, à la justice, d'aller à la justice, même de rétablir la vérité en apportant un droit ou en exerçant un droit de réponse. Est-ce que moi je pense que les choses sont tellement simples que si on n'a pas une autre idée derrière la tête, tout peut bien se passer, même si tous les médias vous critiquent, vous pouvez vous en sortir. Et nous passons au Nigeria. Le mystère entoure la santé du président Buhari. Jacques. Encore un autre cas après celui de Magufuli dont nous avons débattu sur ce plateau il y a quelques semaines. Il y avait un mystère autour. Vraiment. Il y avait vraiment un mystère autour. Jusqu'à présent, on ne sait pas si Magufuli a été emporté par son mal de cœur qu'il traînait depuis une dizaine d'années, ou bien par la Covid-19. Tout est resté flou. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de contre-expertise, il n'y a pas eu de voix officielle pour nous dire en Tanzanie de quoi il est décédé. Maintenant, revenons au cas nigérian. Mahamadou Buhari, je pense qu'il n'est pas à son premier essai. C'est son habitude d'entretenir le mythe autour de sa maladie. Le même média qui nous parle de ce flou autour de sa maladie, de l'omerta autour de sa maladie, nous a aussi dit en 2017 que il y a eu ce même flou, ce même silence autour de sa maladie. Mais bon, pourquoi les dirigeants le font? Je pense que peut-être c'est par méfiance. Il se méfie de qui? Oui, de l'entourage, Monsieur Kassa. Même si la Constitution prévoit qu'en l'absence du président nigérian, que le vice-président assure les affaires courantes, vous ne savez pas forcément qui est dans l'entourage et qui envie le poste. Ça, c'est une paire de manches. Et puis, nous sommes en Afrique, hein, où généralement, on n'aime pas donner trop de détails autour de... Mais on n'a rien donné ici. Oui, on a rien signalé. Non, bon, vous savez, c'est souvent propre à beaucoup de gouvernements. Mais il faut quand même condamner ça parce que une fois que vous êtes au pouvoir, une fois que vous avez accepté d'entrer en politique, vous êtes devenu une personne publique. La propriété du peuple. On doit savoir certains détails de vous. Ce n'est pas bien de cacher ces genres d'informations. Ne serait-ce que Vous êtes humain? Vous êtes humain. Vous pouvez dire oui, le président a été évacué à tel lieu. Il souffre de ci ou bien ce n'est pas encore grave, il se porte bien et peut-être si vous avez une page... On dit ça pour Magufuli tout le temps ici. Hein? Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous avez une page officielle sur Twitter ou bien Facebook, vous pouvez réagir de temps en temps ou bien vos services, vos collaborateurs peuvent aider à animer de temps en temps cette page. Maintenant, pour Buhari, je pense qu'il y a aussi le poids de l'âge. Hein, près de 80 ans, ce n'est pas peu. Et si vous évaluez votre santé, votre physique, vos capacités physiques et que vous savez, même si vous êtes jeune, vous savez que vous n'en pouvez plus, je pense que le plus important, il faut déposer le tablier, passer à autre chose parce qu'il y a une vie après la présidence. Oui, c'est vrai. Ce qu'il dit, Adrien, le poids de l'âge, vous vous sentez vous-même. Ensuite, il y a l'entourage immédiat, vos proches, disons, vos enfants, vos épouses. Aïcha, là, par exemple, a dit, déjà, premier mandat, mon gars, si tu vas au second avant, je divorce, hein. Mais il y est jusqu'ici. Oui, s'agissant de la santé des chefs d'État, il s'agit surtout des peuples. Le président de la République, c'est le primus inter pares, comme on le dit, le premier d'entre eux. Le premier, c'est-à-dire qu'il est au service même de la nation. Votre serviteur malade, vous ne devez rien savoir. Bien au contraire, le peuple devait tout savoir. Oui, le peuple devait tout savoir sur... Les peuples devaient tout savoir sur leurs dirigeants. Oui, ce n'est pas seulement au niveau des comptes en banque ou bien au niveau de la déclaration des biens. Et oui, ce n'est pas seulement au niveau de la déclaration des biens. Pourquoi est-ce que dans certains pays, on exige les examens médicaux? Mais normalement, on devrait même dire, voilà, sauf maladie vraiment grave. Parce que parfois, selon les normes, bon, il ne faut pas révéler certaines maladies. Mais quand même, quelqu'un qui a décidé d'être candidat à la présidence de la République... Personne ne l'a contraint. Personne ne l'a contraint.
Mais il se sent en pleine forme. C'est parce qu'il est conscient de ce qui jouit d'une parfaite santé. Alors, qu'on nous dise ce dont souffre celui qui nous dirige. Mais non. Mais pourquoi alors nous annoncer sa mort? Ah mais il y a un micmac. Pourquoi nous annoncer alors sa mort? Il n'est plus là. C'est votre affaire. C'est votre affaire. Oui. Alors là, non. Tu vois bien que... Vous croyez que dans les pays européens que nous copions là, on oserait faire ça? Non. Oui, il n'y a pas de ce genre de sujets. Ce sont pas des sujets tabous. Bon, malheureusement, nous sommes en Afrique, l'Afrique des mystères. C'est vrai que parfois il se dit que, bon, lorsque les concurrents, les voisins, les ennemis, les adversaires savent que vous souffrez de tel mal, ils vont vous aider à partir à l'africaine. Ça peut se faire? Bon, il y a ce genre de superstition ou pas, ou réalité africaine. Tous les études que nous sommes en Afrique. Il faut en tenir compte. Ah, il faut en tenir compte, certainement. Ah. Alors, évacuation sanitaire de nos dirigeants, ils vont dans la patrie, la première patrie là, où ils sont exposés parce qu'ils insultent à longueur de journée, c'est puissant. Ils vont s'exposer maintenant, des pensées puissantes pour dire soignez-moi. Mais on peut rapidement les expédier, non? Ils ont plus confiance, en ceux-là. De l'autre côté que dans leur propre pays où peut-être qu'on peut rapidement les atteindre. Parce que vous savez, peut-être quand ça se passe dans votre pays, vous ne savez pas qui vous soigne forcément et on peut vous précipiter aussi. Mais là-bas, on peut également le faire. Hein? Oui, on peut le faire également. Voilà, pour fatiguer la puissance, c'est dit, mon ce gars-là, il faut l'éliminer. Et puis, vite s'en débarrasser. On casse trop les couilles. Tout à fait. Donc, les deux, c'est un couteau à double tranchant. Et la vacance du poste, vous savez, beaucoup craignent ça. Parce qu'on peut rapidement prononcer ça. Quand on constate que vous souffrez d'une maladie, laquelle vous ne pouvez plus vous rétablir, vous savez, peut-être l'Assemblée nationale peut rapidement prendre ses responsabilités, ou bien c'est le vice-président qui va commencer peut-être par lorgner du côté de l'armée pour voir qui va l'aider. Donc, il y a tellement de paramètres ou de facteurs qui font que ce mythe entoure ce genre de maladies des chefs d'État sur le continent, surtout sur le continent africain, on le vit le plus. Une évacuation sanitaire, ça coûte cher, surtout pour un chef d'État. Pourquoi ne construirait-on pas sur place de bons hôpitaux? Justement, et certains en Afrique et dans la sous-région ouest africaine, certains l'ont compris, ils ont commencé par faire des efforts en ce sens. Vous voyez bien, au Niger, Issoufou Mohamed doit faire cet effort-là où, quand même, on a construit un hôpital de référence. Maintenant, c'est l'entretien. Maintenant, il faut penser à l'entretien. Il faut penser à l'équiper véritablement pour que les dirigeants nigériens aillent se faire soigner là-bas. Parce que ça fait des frais pour l'État. Ça fait des frais pour la République. Énorme. Énorme, justement. Mais puisque ce n'est pas de leur propre poche qu'on sort les sous, mais... il va falloir trouver forcément une solution pour que véritablement ils se soignent également et dans leur pays, à l'instar des autres concitoyens. Sinon, ça revient trop cher au budget national. Ça revient trop cher au budget national. Et ils n'ont jamais compris. Non, ils le comprennent. Peut-être qu'il y a peut-être les priorités. Il y a aussi la mauvaise part de certains qui ne veulent pas le faire, alors que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. On lui souhaite un prompt rétablissement. Tout à fait. Et bon, nous passons en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé, libres de rentrer quand ils le souhaitent. Alassane Ouattara l'a dit. Adrien. Ah oui, vous comprenez bien, il faut déjà avoir encore une pensée pour ces milliers d'Ivoiriens qui sont morts de 2012 à 2011. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai qu'on nous a dit qu'en Côte d'Ivoire, il y avait la justice des vainqueurs. En cela que ce procès qui a défrayé la chronique, vous savez bien, les uns les autres diront tout ça pour ça. Mais finalement, il s'est fait qu'une partie des protagonistes s'en sort à bon compte. On a fait tuer, fait massacrer. Et c'est tout simple, hein, par le canal d'un décret, par un stylo, et puis c'est fini. C'est fini. Eux, ils peuvent rentrer. Mais quel est le sort des parents des victimes? Ceux-là qui ont perdu les leurs, des parents, des proches, des enfants. Vous comprenez bien. C'est vrai qu'en annonçant cette nouvelle, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, bon, il a également fait allusion au fait qu'on verra dans quelle mesure. Bon, c'est hommagé. Bon, mais est-ce que ça suffit par rapport à la situation qui sera faite, par exemple,
à M. Laurent Gbagbo. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il rentre librement dans son pays. Non, mais avec des avantages colossaux, des indemnités d'ancien président de la République. Pour qu'il colle la paix? Ah, mais pour qu'il colle la paix? Ah, justement, mais il y a certaines réalités qui vous amènent à vous poser une certaine question. Oui, qui sont ceux-là qui ont été les auteurs de tout ce qui a pu arriver avec mort d'hommes, des milliers de compatriotes. Et bon, les autres vous diront qu'on fait la paix des braves. Mais non, si ce n'est que ça, il va falloir que les uns et les autres prennent davantage conscience, surtout la jeunesse africaine, prenne conscience de ce que, ah oui, eux, on les envoie se faire tuer, s'entretuer, et après, les dirigeants, quelle minorité restent sont là pour dire, on fume le calumet de la paix. Attends, je crains qu'il y ait encore résurgence parce que la CPI n'a pas fini de jouer la partition qui est la sienne, encore que. Parce que M. Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo, si ce n'était pas cette décision, il y avait d'autres chefs d'accusation qui les attendaient en Côte d'Ivoire. Ça attend toujours. Ça attend toujours. Mais ça attend toujours. Mais lorsque le président Ouattara dit qu'ils rentreront en paix, tout ça, vous comprenez bien qu'on fera tomber tous ces chefs d'accusation. Vous voyez ça venir? Ah, mais je vois ça venir. Mais sinon, la paix des braves, rentrer librement en Côte d'Ivoire n'aurait plus de sens. Donc c'est de ça qu'il est question. Mais les gros perdants, qui sont ceux-là qui sont morts, qui sont sacrifiés pour ces protagonistes-là qui se retrouvent après pour trinquer. La réconciliation en marche en Côte d'Ivoire, peut-on le dire, Jacques? Oui. Un gros pas vers cette réconciliation. Je pense que Laurent Gbagbo est un gros morceau pour cette réconciliation. Sans Laurent Gbagbo, comme l'ont dit beaucoup d'observateurs, beaucoup d'analystes, cette réconciliation ne pouvait jamais être une réalité. On va la faire en partie. Et on va la faire en laissant beaucoup d'Ivoiriens sur leur faim. Et je pense qu'en prenant une telle décision, Alassane Ouattara n'a pas tort, n'a pas mal fait. C'est dans la droite ligne de cette réconciliation. On ne peut que saluer cela. Maintenant, M. Amousso a abordé beaucoup d'aspects importants de cette histoire. Oui, rentrer sur le dos de l'État. L'État va prendre en charge le déplacement, tout. Alors que dans le même temps, vous voyez, peut-être l'Ivoirien lambda qui souffre d'un mal, qui a besoin de peut-être 1 million pour se faire évacuer, pour aller se faire opérer ou se faire soigner, on n'arrive pas à l'évacuer. Dans le même temps, normalement, ça frustre. Donc, il faut aussi penser à ces aspects-là. Quand on est dirigeant, oui, il faut aider des figures emblématiques, il faut poser des pas à la réconciliation, nous l'avons toujours souhaité. Mais dans le même temps, il faut penser aussi aux Ivoiriens lambda. Moi, cette décision vient me conforter, en plus de ce qui a été rendu par la CPI, dans ma position que ce procès de la CPI, que l'arrestation et l'extradition de Laurent Gbagbo vers l'AI était purement politique. Comment là? Expliquez-nous. Oui, parce qu'après une dizaine d'années de micmac, on a fini par nous dire qu'on n'a pas les preuves ne sont pas réunies. Et on dit maintenant que oui, ton éternel rival, ce n'est plus éternel désormais, maintenant que ton ancien challenger a fini par avoir le pouvoir. Il a fait son premier mandat, son deuxième mandat. Maintenant que nous t'avons mis au frais et que tu ne l'as pas gêné, qu'il a maintenant le troisième mandat en main, tu peux rentrer maintenant. C'était pour le laisser gérer tranquillement. Je pense que c'était j'ose le dire que ça ressemble à quelque chose du genre. C'est pour coller la paix à Laurent Gbagbo, à Alassane Ouattara, de gérer en paix, de régner en paix. Et tout le prouve désormais. Vous voyez, c'est une succession de faits. Dans un premier temps, on a d'abord laissé passer la femme. Après, on dit le fils, on le positionne candidat à la députation et il est élu
Et le papa peut rentrer désormais avec son, son homme de main, le jeune Blé Goudé. Je pense que c'est une succession de faits et tout ça, c'est une orchestration. Et il me serait difficile de ne pas croire à un procès politique. Et bon, que veut le peuple, le pain et la paix. Mais comme l'a dit M. Amosso, ce sont les 3000 ou les plus de 3000 Ivoiriens morts dans cette histoire qui sont les gros perdants. Bon, vivement que la paix revienne définitivement en Côte d'Ivoire et que cette même démarche soit faite envers d'autres leaders politiques pour que, bon, ensemble, ils construisent cette Côte d'Ivoire. Vous pensez à Soro quand il parle d'autres leaders politiques, Adrien? Je ne le cacherai pas. C'est là que je crains même, mais je crains. Mais je crains que la machine à broyer ne soit positionnée maintenant pour son cas. Pour son cas, oui. Parce que Alassane Ouattara est en train de réussir un coup là. Il a désormais un gros morceau avec lui. Parce que c'est vrai qu'il a dit opération de charme pour avoir Laurent Gbagbo avec lui. Mais hier, c'est Soro qui était avec Ouattara. Ouais. Et ils ont pu avoir la peau de Gbagbo. Maintenant, voilà. Et Bédié s'est ajouté. Justement, vous comprenez bien que... Donc, je crains. Donc, comme Jacques l'a dit, hein, parce que c'est drôle de coïncidence, hein, une dizaine d'années après... Oui, parce que l'autre a forcé, venait de forcer son troisième mandat qu'il a. On s'est entendu sur 10 ans. Laisse à dos, tranquille. Drôle de coïncidence. On le met au frais pour ça. Non, drôle de coïncidence, vous savez, mais ils ont tous les stratagèmes en Afrique pour le faire. Donc, nous attendons de voir la suite des événements en Côte d'Ivoire pour tirer les conclusions définitives. Nous sommes au Brésil. Pour la première fois dans l'histoire, Jacques, les chefs des 3 forces de l'armée présentent leur démission collectivement en désaccord avec un président. Je pense que c'est osé. C'est fort. C'est fort parce que ce n'est pas gagné d'avance, surtout quand on est de l'armée. Oui, c'est très sensible. L'armée où c'est l'omerta, qu'on en arrive à avoir 3 démissions et pas des moindres, les têtes. C'est osé, c'est à saluer parce que dans d'autres pays, on les voit au garde à vous tout le temps. Tout le temps. Et même quand on dit allez me faire une bouchée de personnes, on y va. Sans réfléchir. Tête baissée. On exécute. Après, peut-être, on peut regretter. Mais ici, on a dit, ben écoute, tu nous embêtes trop. Après la démission du ministre de la Défense. Donc, ils sont pas d'accord. Et puis, on les utilise pour les sales besognes, surtout à cause de cette affaire de Covid-19. Ils en sont arrivés à dire, ben écoute, tu me fatigues. Donc, il faut qu'on prenne nos distances. Et je pense que c'est un coup dur pour le président en exercice qui, à quelques mois de la présidentielle de 2022, je pense qu'il a ouvert plusieurs fronts. Il y a cette affaire de Covid-19. Il y a cette affaire de l'armée, parce que quand les généraux ne sont pas là, vous voyez, derrière, ce n'est pas bon pour lui. Il faut rapidement qu'il colmate les brèches. Et puis, il doit faire face aussi aux récriminations de son prédécesseur, Lula da Silva. Ça fait beaucoup pour lui. Ça fait beaucoup pour lui. Et je ne sais pas comment il va s'arranger pour rebondir dans l'opinion s'il a des envies de revenir. Et je suis en train de voir là qu'il est sur une pente très très glissante vraiment pour 2020. Adrien, un homme qu'il veut comme ministre, non? Et le président? Oui. Oui, absolument. Où est le problème des généraux? Mais non, attention, parce que, comme Jacques l'a dit, ce ministère est sensible. Vous avez vu, par peur peut-être, ou selon les réserves qu'ils ont, il y a certains chefs d'État qui disent carrément ministre délégué. Afin que celui qui a le portefeuille n'ait pas plein pouvoir. Et oui, parce que c'est stratégique. vous avez vu récemment en Côte d'Ivoire, Ouattara a dû confier le photocopie à son frère carrément. Oui, c'est dire que ce ministère est un ministère très stratégique. Donc, lui, il a pu lui confier le ministère à titre plein. Mais d'autres, c'est sous réserve. Tu es délégué. C'est-à-dire que, avant de prendre certaines décisions, avant de prendre certaines options, viens me voir.
Vous vous rappelez, au Bénin, sous la Révolution, quand même, vous avez assez de ministres délégués auprès du président de la République. Il fallait aller voir le général au palais pour recevoir des instructions. Même sous la démocratie. Bon, ça a dit au Bénin, je parle d'abord de la période révolutionnaire, quand j'évoque ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez bien? Donc c'est cela. Mais on voit ce qui se passe au Brésil, hein, si le syndrome africain n'a pas encore atteint les Brésiliens, ce chef d'État, là, je parie qu'au premier second mandat, il va perdre la face. C'est vrai. Sûr. Oui, avec tout ce qui se passe là, normalement, si le syndrome africain, où on a tout fait, quelle que soit la situation, ceux qui sont aux affaires, ils se font réélire, ils ont un 3e, 4e, 5e, 20e mandat. Si le syndrome là n'a pas atteint le Brésil, et Bolsonaro, c'est de lui qu'il s'agit. Bien sûr. Donc, il a du pain sur la planche. Il a fait partie de ces ministres, dont le ministre de la Justice. Ça veut dire que celui-là n'est pas aux ordres, Jacques? Ah oui, non, vous savez, il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas des godillots. Il faut le dire. Il y a d'autres qui, lorsqu'ils peut-être vous conseillent, lorsqu'ils vous font des fiches, vous ne tenez pas compte de ça. Lorsqu'ils apprécient la situation et ils constatent qu'ils ne sont pas écoutés, ils arrivent à partir. Et je pense que beaucoup sont dans cette logique, et peut-être le ministre de la Justice aussi, peut-être qu'il s'est inscrit dans cette logique-là. Ah, sinon, ils sont généralement aux ordres, c'est ça? Bien sûr. C'est l'espèce sonnante et trébuchante, comme le dit souvent M. Amoussou. Coffre-le, tu le coffres. Oui, c'est la gloire. Parce que quand il va me descendre maintenant, qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Parce que lorsque vous êtes là, la famille est fière de vous. La famille est fière de vous. Même sur le deuil des autres. Même sur le deuil des autres, oui. Donc, il y a tout ça qui fait que beaucoup ne veulent pas partir. On prend ça comme de l'humiliation, comme une fragilisation de soi-même. On ne veut pas partir par... ils se disent, la petite porte, ils préfèrent peut-être rester là avec le président du temps qu'il va passer là. Voilà. Vous avez suivi le ministre de la Défense lorsque le chef d'État lui a tendu la main. Il a dit, Prégo, attention, il y a maladie, je ne fais pas. On ne dit pas oui à tout. Hein. Ils sont forts dans la tête, ces messieurs. C'est là le sens de la dignité et de la personnalité. Ils n'ont qu'un père. Oui. Un seul père. Oui, justement. Oui. Ils ont le sens de la dignité et de l'honnêteté, en fait. Oui, ministre, on s'en fout. Ils peuvent se retirer. Bon, l'essentiel est qu'on ne leur colle pas après quelque chose. C'est ça. Ça oui. se fait? Ah, ça se fait également. Ah oui, parce qu'on ne s'attendait pas à votre démission. Vous êtes parti alors qu'on comptait sur vous pour certaines opérations, pour prendre certaines initiatives. Voilà que vous leur filez les doigts. Alors là, je vais lui montrer qu'il n'est pas pour autant sorti de l'auberge. Donc on peut rapidement, un dossier peut vous rattraper. Le chef d'État prend ça mal, hein? Je vous tends la main en public. Justement, vous comprenez bien. Donc certainement que ce chef d'État-là a des choses à se reprocher. Il doit revoir. C'est beaucoup pour lui seul, hein, Jacques? Oui, mais je pense que s'il doit analyser le geste, il ne doit pas trouver du tort à son collaborateur. Non, vous avez... La Covid-19 a des principes qu'il faut respecter. Pourquoi lui? Parce qu'il est le premier citoyen du Brésil, parce qu'il est le président de la République, il doit enfreindre... Je suis au-dessus de la maladie, je vous tends la main, serrez là. Non, le ministre a plutôt bien fait de lui rappeler les mesures barrières. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Qu'on soit président ou planton. Exactement. Et nous ne sommes pas loin de là, Honduras. Nous sommes témoins de la destruction de l'état de droit et de la construction d'une dictature. Réclamons ce lundi 5 avril le départ immédiat du président Juan Orlando. Nous sommes au Honduras, Adrien. Oui, c'est que de ce côté légalement, les gens n'ont ras-le-bol. En cela que qu'on parle de démocratie, il faut véritablement se comprendre. Et là, c'est la société civile. Hein. Et justement, société civile. C'est la société civile qui dégage. La société civile, là-bas, qui n'est pas devenue civile. Et il faut souhaiter que ces membres de la société civile-là tiennent davantage bon. Parce qu'ailleurs, nous avons vu la force de frappe de la société civile à un moment donné dans certaines républiques. Mais avec le temps, cela s'est étiolé. Où on a méconnu certains membres de la société civile. Donc là-bas, bon, certainement que pour le moment, ils tiennent bon, mais jusqu'à quand? Mais c'est déjà un bon pas que d'attirer l'attention des dirigeants sur le fait que ils sont en train de dévoyer par rapport aux normes démocratiques en vigueur dans le pays. Bon, ils n'ont qu'à décrypter, ces dirigeants n'ont qu'à essayer de décrypter ces propos-là
pour savoir comment faire pour rectifier les tirs. Il parle de narcotrafic au sommet de l'État, Jacques. Vous voyez que c'est sérieux, là. C'est sérieux. Parce que quand on colle cette étiquette, cette image à un État, alors là, encore que son frère a été condamné aux États-Unis. Ça, c'est le frère, non? Chacun sa vie. Bien sûr, c'est le frère, mais c'est sous son règne. Donc, je pense que les Honduriens ont compris que c'est d'eux qu'il s'agit. Même si c'est la gouvernance d'une personne, ils sont là pour faire de la veille citoyenne. Et c'est ce qu'a compris. Il ne faudrait pas qu'on dise simplement la société civile, simplement. C'est près de 40 organisations de la société civile, près de 40, y compris l'Église catholique. Ça veut dire que la gestion du pays, la gouvernance, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. On ne doit pas dire, oui, je croise les bras parce que nous lui avons donné mandat pour peut-être 4 ans, 8 ans, il faut qu'il fasse ces 8 ans et s'en aille et on ferme les yeux sur tout. Il faut veiller à ce qui se passe parce que c'est de votre pays qu'il s'agit. Et les Honduriens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et on demande qu'ils déposent tablier. Mieux, c'est qu'il y a même des associations, des organisations de lutte contre la corruption qui ont aussi donné de la voix par rapport à la gouvernance du pays. Donc, je pense qu'il est suffisamment accablé et s'il a de la dignité, s'il a du respect pour lui-même, s'il ne cherchait pas à s'accrocher, normalement, il doit faire le point et dire, ça devient quand même trop. Il faut que j'écoute ce qui se dit dans la rue. Il faut que je les reçoive. Il faut que je corrige ma gouvernance à défaut de démissionner. Parce que bon... que je saute la drogue, c'est ça? Nul ne veut la mort du pécheur pourvu qu'il se répande. Il est trop enfariné, voilà. C'est ce qu'on dit là. C'est une autre paire de manches. Mais toujours est-il qu'il est plus dans un étau. Il est plus dans un étau, comme Jacques l'a dit. Soit il tient compte de ce qui est dit là. Et il réajuste. Il laisse la drogue, c'est ça? Ah, mais forcément, parce que il faut quand même, en tant que première autorité, mais d'une république... Ça rapporte plus d'argent que le pouvoir, non? Il faut donner le bon exemple. Il faut donner le bon exemple. Et ça passe par là d'abord. Parce que c'est à lui de donner le bon exemple, afin que les autres citoyens puissent suivre. Donc, revenons au sujet principal, et il faut véritablement rectifier ce qu'il faut avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, les gens... le tiennent vraiment. Ils le tiennent vraiment. Il est dans les taux. Et il n'a qu'à user de sagesse et de prudence. À vouloir forcer, je crains qu'il ne sombre. Vous avez suivi Adrien? Parce que s'il ne corrige pas, vous savez, tous les projecteurs du monde entier sont sur lui. Sont sur le Honduras. Les États-Unis, peut-être qu'ils sont partenaires à son pays. Donc, il faut qu'il corrige, qu'il soigne son image pour avoir davantage leur soutien. Voilà. L'Église catholique encore, elle est ici, on peut dire. Oui, nous n'aurons de cesse de le dire. Elle est partout? Elle est partout. Elle a forte gueule, il faut souhaiter, et elle est partout, il faut souhaiter qu'elle soit partout. Mais il ne faut pas être partout pour après se murer dans un silence face à certaines stratégies, à certaines tragédies, face à certaines situations déplorables, sans donner de la voix. Quand vous gifle, non, c'est la parole. L'autre jour, non? Même non, c'est pas il ne faut pas ça. Non. Est-ce qu'on leur a enseigné? Oui, mais proclamer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. En cela, justement, que lorsque l'Église catholique est présente dans un pays, ses responsables, ses dirigeants, doivent pouvoir donner de la voix de temps à autre pour attirer l'attention des gouvernants sur un certain nombre de choses qui ne vont pas dans la République, dans le pays. Il ne suffit pas de cette déclaration pour la connaître comme des opposants, mais non, ou leur refuser d'aller observer des élections, en fait. Parce que lorsque ça sombre et on pressent maintenant le chaos, le précipice, c'est là on dit, on a recours, il faut avoir recours à l'église, il faut avoir recours aux imams, il faut avoir recours aux chefs religieux, aux chefs traditionnels. Mais en amont, lorsqu'ils vous donnent des conseils, ils vous donnent certaines orientations pour éviter que cela ne dégénère. Mais vous vous en foutez comme de l'an 40. Donc, l'Église catholique est dans son rôle. L'Église catholique joue la partition qui est la sienne. On va s'occuper des fidèles. Oui, non seulement elle a à s'occuper de l'âme des fidèles, mais également donner de la voix quand ça ne va pas
dans la société. La grande gueule ici aussi, l'Église catholique. Bien sûr, elle n'est pas, disons, une composante entièrement à part. Elle fait partie de la société. Elle ne sait pas se taire. Non, elle ne sait pas se taire. Et nous l'avons dit souvent, c'est une force. La voix de l'Église porte. Il faut écouter ces voix aussi, qui ne sont pas, ces voix ne sont pas de l'opposition radicale. Non, on décrypte votre gouvernance par rapport à ce que vous faites en bien et ce que vous faites en mal, ce qu'on peut corriger. On vous fait même des propositions. Donc, il faut lire à tête reposée ce qu'on vous fait comme proposition. Je pense que ce n'est pas aussi difficile, hein, bon, à moins qu'on veuille s'enfoncer ou s'empêtrer dans la dictature. Sinon, ce n'est pas aussi compliqué. Adrien, fils ou frère du président, en tout cas proche du président, doit faire attention, ne doit pas faire n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas au-dessus des autres de la République. Non, mais non. Mon frère au-dessus. La loi devrait valoir pour tous. Vous devez demeurer dans la même stricte observance des lois de la République et des normes, hein, et qui nous permettent de vivre ensemble dans la cité ou dans la société. Donc, fils, épouse ou frère, ami du président, vous devez être soumis aux mêmes normes, aux mêmes lois. C'est vrai que parfois, vous avez plus de facilité que d'autres, pourvu que cela n'entame pas le vivre ensemble dans la République et dans la nation. Et le passeport diplomatique n'est pas une panacée. N'est-ce pas? Et la société civile veut également du départ du président du Congrès, du président de la Cour suprême, du procureur général de la République. C'est tellement que la société civile a compris que... Vous savez, elle a de gros yeux. Hein? Un président de la République n'agit pas seul. C'est vrai que le peuple lui a donné mandat, mais il a besoin de s'appuyer sur des piliers, sur des institutions de la République pour fonctionner, pour dérouler son programme. Certainement que cette société civile a compris que ce sont les vrais complices du président, ça. Et on veut tous qu'il s'en aille. Donc, comme nous le disons, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Si ceux-là peuvent déjà arriver à s'entendre avec le président, attention, la rue, les signaux qui nous parviennent ne sont pas bons, il faut qu'on revoie les choses, qu'on arrondisse les angles. Oubliez-les. Donc, bon, oubliez-les, mais ça peut leur coûter demain. Toutes les institutions sont accusées là, visiblement, Adrien. Voilà qui fragilise davantage. Question de contre-pouvoir, tout ça, on s'en fout. Voilà qui fragilise davantage le chef. Et le chef doit pouvoir en tenir compte. Nous allons boucler par le Gabon. J'invite également les frères et sœurs héritiers spirituels au plan politique d'Omar Bongo, Ondimba, qui ont quitté le PDG, à surmonter nos divergences et à y revenir pour bâtir ensemble autour du président Ali Bongo Ondimba ce Gabon qui nous est cher. Adrien. Oh, vous comprenez bien que... Monsieur, ils ont des phrases. Ah ouais, vous comprenez bien que en Afrique, hein, et dans certains pays, il y a ce qu'on pourrait appeler le théâtre politique. Ah, c'en est un. Ah oui, c'en est un. C'en est un parce que je ne comprends pas qu'après avoir fait votre face, on nous paie des revirements spectaculaires. À quel délai, je ne sais, pour venir dire ce qu'on dit là. Pour venir dire ce qu'on dit là, mais non. Il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Hein. Je ne pense pas qu'ils soient en train de donner le bon exemple, d'indiquer la voie à suivre. De deux, il ne faut pas qu'ils se bercent d'illusions. Même en retournant au PDG, ce n'est pas certain qu'ils ravissent la vedette à celui que moi je soupçonne déjà bientôt être positionné comme candidat ou leader du PDG. Bon, peut-être qu'il espère un poste de ministre, sait-on jamais. Oui, parce que c'est fait à dessein ça. C'est pas innocent. C'est pas innocent. Vous voyez quoi derrière? Pardon? Que voyez-vous derrière? Oh là là, ce n'est pas non plus pour les beaux yeux du président gabonais actuel, c'est vrai. Il retourne en tant que fils spirituel de Bongo Père au PDG, le Parti démocratique gabonais, dit-on. Oui, et il invite même les autres fils spirituels à suivre. Bon, vivement hein, que son appel soit entendu. Mais lui, il a son plein, il a son Shiva. C'est pour être repositionné à nouveau dans les dispositifs pour voir peut-être s'il y a également des dividendes à prendre ou à tirer. Donc nous attendons de voir. Que reprochait-il à Ali pour aujourd'hui et qui a été réparé aujourd'hui puis qu'il retourne? Exactement. 2015, 2021. Ali a changé. Juste 5 ans. 5 ans auront suffi pour que le président qui est toujours là change aussi brutalement en bien.
Non, je pense que c'est plutôt pour l'intérêt personnel. Vous pensez qu'il a faim? Bien sûr, parce que si Jean Ping, certainement qu'en faisant ses calculs, il a compris que le Gabon basculait et que Jean Ping avait le vent en poupe, il pouvait l'emporter aussi facilement et il l'a rejoint dans le temps. Mais bon, Ali Bongo ayant usé de ses stratégies, a su conserver son pouvoir et peut-être affamé, il a compris qu'il faut retourner à la case départ. C'est le retour de l'enfant prodigue, dira-t-on. Nous le cesserons de le dire. Qu'est-ce qu'il dira à ceux qui ont perdu leur vie? Parce que quand Jean Ping a été candidat à cette présidentielle, il y a eu des morts. On a saccagé des édifices. Des gens peut-être sont paralysés et traînent encore les séquelles. Et lui, 5 ans après, il retourne. Soit, comme l'a dit M. Amous, pour avoir un strapontin, ou bien on va l'utiliser, on va mieux l'utiliser pour avoir des informations de lui par rapport à celui qui l'avait soutenu, tout ça là, à son entourage. C'est possible. Maintenant, vous avez dit beaucoup de choses en partant. Est-ce que ces choses ont été corrigées avant que vous ne reveniez? Puisqu'il avait même dit qu'il partait définitivement du PDG. Définitivement. C'est un mot important. Définitivement. Je crois que, bon, nos politiques, ils disent une chose et après, ils ravalent leur vomissure. Ne doit-il pas craindre de rester au milieu finalement parce qu'il n'est pas cru à gauche, il n'est plus cru à gauche, et le pouvoir qui les pêche maintenant dit bon, tu ne sers à rien, et là il reste au milieu? Encore un problème de pudeur, de dignité et de l'amour de soi-même. Vous comprenez bien qu'il se sente gêné aux entournures, et il se sentira certainement gêné aux entournures. Ça va venir. À un moment donné, ça va venir forcément, parce que ceux qui sont restés vont lui rappeler certaines choses. Et Jacques l'a dit, il ravale ses vomissures. Mais je crains qu'à un moment donné, il n'en ait encore ras-le-bol. Il voudra se trouver une sorte de porte de sortie. Mais je crains qu'il ne s'empêtre davantage. Parce que parfois, ce n'est pas spontané qu'on vous nomme. On peut vous utiliser pour des sales besognes. Aller chanter ma gloire, aller faire de la propagande pour dire que vous me soutenez. On vous donne les petits rôles à jouer au sein du parti. Et c'est vous qui peut-être défendez les positions sur les médias ou bien à des meetings. Ils sont des enfants, non? Ah ben, c'est peut-être pour avoir aussi le minimum. Il y a d'autres, quand ils quittent, ils n'arrivent même plus à payer leur facture d'électricité. Mais ils avaient un job, non? Ils avaient un job, mais peut-être qu'il est un retraité à 74 ans, je pense. À 74 ans. À cet âge, on fait ça? Normalement, il devrait même se retirer. Vous voyez, ça veut dire que c'est des gens qui mangeaient depuis, disons, Omar Bongo, voilà, père, oui. Et qui continuent d'être avec son fils. Je crois que les jeunes Gabonais n'ont pas de modèle, c'est ça? Voilà. Pas de... Oh, et l'ancien Premier ministre de Bongo Père dit que ça, c'est douteux. Il pense que la politique est une activité noble. À l'observation, il n'en est rien pour certains compatriotes. Et justement, il est déçu. C'est à cela que je faisais allusion en disant que je crains qu'il ne prêche dans le désert. En cela que ce n'est pas évident qu'il ait assez d'adeptes par rapport à ce retour tonitruant qu'il tient à opérer au PDG. Donc, nous patientons de voir la suite des événements pour véritablement... On lui souhaite bon retour quand même. Bah bon... Il sait ce qu'il allait chercher. Merci à vous, Adrien. Merci à Jacques, madame, monsieur. Merci à vous et à la semaine prochaine.
prolongation, perpétuelle. Restez informés à chaque instant sur SICA.